Je commence mon exposé avec cette photo qui nous montre un appartement dans un immeuble appelé Balqis à Al-Manzah 1. On voit donc le balcon de cet appartement qui est orienté au sud-est et qui est superbement ensoleillé et qui donne sur un espace vert siégeant au pied de cette maison. Donc on imagine que cet espace vert est facilement accessible aux habitants de Balqis et des autres immeubles du quartier. Les habitants d'Al-Manzah 1 sont conscients de la qualité de ce cadre de vie où se conjuguent les notions d'hygiène, de salubrité et de bien-être. Mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que l'ensemble de ce cadre de vie avait été prémédité selon plusieurs échelles d'intervention, c'est-à-dire depuis l'échelle de la ville de Tunis jusqu'à l'équipement de leur maison. L'immeuble Balqis avait été inauguré en réalité en 1953. Et le discours de son inauguration avait été publié le lendemain dans le journal Le Petit Matin. Dans ce discours, on y parle de l'immeuble, mais aussi et surtout de tout le quartier d'Al-Manzah. On présente comme une synthèse, une démonstration et un modèle à suivre. On associe aussi dans ce discours le quartier à ce qu'on a appelé l'esprit de l'école Zerfus, qui n'est pas sans renvoyer à une doctrine de la reconstruction qui prend forme à partir de 1943. 1943, parce que cette date correspond à un moment particulier dans l'histoire de la Tunisie et dans l'histoire de son architecture, un moment de césure où pour reconstruire ce territoire sinistré, on décide de repartir sur de nouvelles bases. Donc la question était la suivante. Si on a à reconstruire, de quelle manière nous allons le faire? À ce moment, c'est un modèle à la fois urbain et architectural qui va servir de modèle de référence, celui qu'une avant-garde européenne de l'entre-deux-guerres propose comme une recette universelle, rationnellement élaborée et pouvant ainsi être, selon elle, exportée dans le monde entier. Ce modèle est explicitement revendiqué par Bernard Zerfus, chef de file des architectes de la reconstruction, qui nous parle d'une révélation assez étonnante, assez frappante, quand il rencontre les écrits de Le Corbusier, et qui nous fait part de la place centrale qu'occupera la charte d'Athènes dans la doctrine de la reconstruction. L'équipe de la reconstruction prend donc comme référence principale ce modèle de l'entre-deux-guerres qui naît à la suite du groupement de plusieurs architectes européens réunis dans le cadre des SIAM et qui développe une sorte de pensée collective sur la ville. Pensée collective que Le Corbusier, éloquent par le mot et par le croquis, va théoriser et diffuser, notamment à travers le texte mythique de la Charte d'Athènes, cet ensemble de postulats simplement formulés et disponibles après la guerre pour la reconstruction des territoires sinistrés. Mais en réalité, ce modèle prend racine bien avant les années 20 du XXe siècle. Dans le contexte particulier de la ville européenne, qui connaît la révolution industrielle et dont l'ordre social et l'ordre urbain sont tous les deux perturbés. Il faudrait donc se rappeler qu'il naît en réponse à une ville désintégrée, au recul de la campagne et donc de la nature au profit de la prolifération de cette ville avec ses usines et ses chemins de fer, à une condition prolétaire problématique et son corollaire les groupements de logements insalubres des ouvriers, d'où cette revendication égalitaire pour l'accès à un cadre de vie digne et salubre pour tous. Mais il faudra aussi ajouter à cette toile de fond une pensée hygiéniste qui ne se détache plus de la pratique architecturale depuis la fin du XIXe siècle, à la suite de cette maladie de l'habitat, la tuberculose, qui mobilise architectes, médecins et penseurs de l'époque pour reconfigurer un nouveau cadre de vie salubre. Le modèle, démontré à travers la production des architectes de l'avant-garde et théorisé dans la Charte d'Athènes, se présente alors comme une boîte à outils où sont groupés des dispositifs prototypiques qui s'emboîtent à travers des échelles successives depuis la ville jusqu'à l'équipement de l'appartement et qui donnent corps à l'ensemble de ces idées.
On verra par exemple que la maison doit d'abord être implantée dans un nouveau quartier d'habitation, bénéficiant des meilleures conditions hygiéniques, que le tissu urbain doit être désormais aéré et donc plus d'alignement, plus de mitoyenneté, mais des volumes autonomes entourés d'air et de soleil, que le jardin ou l'espace vert, procurateur d'oxygène, doit impérativement être un prolongement du logis, nous dit la charte, que la forme particulière de l'immeuble en bas, qui résulte d'un aboutement systématique d'appartements ouverts sur deux côtés, doit garantir à tous ses occupants des maisons traversées par l'air et le soleil. On y rencontre ensuite, à l'échelle de la maison, le dispositif emblématique du balcon qui est censé offrir à l'habitant un contact avec ce que la charte appelle les conditions de nature, que sont air, soleil et verdure. C'est pour ces mêmes conditions de nature, d'ailleurs, que sont préconisées de grandes ouvertures sur l'extérieur. L'impératif est le suivant, disait à ce sujet Walter Gropius, agrandir les fenêtres, rétrécir les pièces. Et dans cette maison moderne minimale par le dimensionnement, l'effacement du mobilier dans les murs, qui manifeste d'abord une économie de la surface habitable, va s'associer aussi à l'idée d'un espace domestique non encombré et donc facile à entretenir. L'hygiène prend ici plus d'une forme dans la configuration de l'espace et dans sa pratique normalisée. Hygiène de l'espace habité donc, mais aussi hygiène du corps et hygiène codifiée des activités domestiques, comme nous pouvons le voir également à travers cet autre dispositif emblématique qui est le bloc haut, constitué par les pièces humides que sont la cuisine, la salle de bain et la buanderie. Cette espèce de boîte à outils qu'il est possible de restituer à travers les écrits, les illustrations et la production architecturale emblématique de l'avant-garde européenne renvoie à une recette qu'on croyait à l'époque universelle et qu'on proposait donc d'exporter au-delà des frontières géographiques et culturelles comme gage d'une vie moderne qui se concrétise dans une large mesure à travers cet espace habité codifié pour être égal, salubre et efficace. Nos architectes de la reconstruction connaissent à la fois les dispositifs spatiaux emblématiques de cette recette, mais aussi toutes ces idées, toutes ces promesses qui les habitent, et eux aussi vont commencer par les plans d'urbanisme, c'est-à-dire qu'ils vont se consacrer à l'échelle de la ville d'abord, avant d'arriver à l'échelle du quartier, de l'immeuble et enfin à l'échelle de l'appartement. Si bien que pour une famille qui habitera par exemple un appartement de cet immeuble, le Zodiac à El Manza, la conception, la réflexion sur son espace de vie ne va pas débuter à cette échelle domestique, mais bien en amont, c'est-à-dire à l'échelle de la ville. C'est ce que nous montre ici le schéma de Zerfus, le schéma de partie d'aménagement de Tunis, qui annonce cette première décision principale, la même que préconise la charte d'Athènes. Il faudrait opérer un zoning pour sortir les zones d'habitation du centre de Tunis, qui reste lui zone de travail, et élever ces nouveaux quartiers vers des zones plus saines qui avaient été repérées autour de Tunis. Donc pour cette famille qui va habiter un appartement du Zodiac, eh bien la première chose à laquelle avait pensé l'équipe des architectes, c'était de l'installer dans un endroit très bien aéré et magnifiquement orienté. On va voir aussi que quand Zerfus publie ce texte en 1945 dans l'architecture d'aujourd'hui, pour nous parler du prototype de l'habitation standard, qui va être à l'origine des appartements d'El Manza et notamment du Zodiac, il nous dit que les meubles effacés dans les murs vont permettre des lavages et essuyages rapides et vont supprimer ainsi les nids à poussière. Voici donc les deux extrémités de la formule spatiale. Ces deux dispositifs à l'échelle de la ville et à l'échelle du mobilier qui peuvent en donner un aperçu. Parce que le format de la présentation ne me permet pas de développer davantage et il faudrait donc aller consulter l'article pour voir, dispositif par dispositif, comment va être appliquée, mais aussi dans certains cas reformuler la leçon de la charte d'Athènes. Et pour souligner cette reformulation, je vais ici m'arrêter sur deux exemples pour montrer que ce modèle, s'il a été façonné dans un contexte particulier, s'il a été canonisé par une avant-garde européenne de l'entre-deux-guerres,
Quand il va atterrir à Tunis, il ne va pas résister à une réécriture de la part du contexte tunisien. Je prends donc comme premier exemple le dispositif de l'espace vert qui permet d'illustrer cette reformulation en rapport avec le contexte doctrinal particulier des années 40 à Tunis. Si on regarde ces deux images, l'idée de l'espace vert comme prolongement du logis selon la prescription athénienne, c'est-à-dire cette chaîne spatiale constituée par l'immeuble et l'espace vert qui lui est attenant et qui devient ainsi accessible dans la quotidienneté de l'habitant, eh bien cette condition athénienne est plus que concrétisée dans ces deux lotissements à Almanza. Mais si on regarde de plus près, nous allons voir que dans le premier projet qui a été étudié en 1948 et un autre projet qui va être étudié dans les années 60 et qui est conçu par Jason Kyriakopoulos et Simon Taïeb, la configuration de l'espace vert va être différente et va refléter un passage du modèle de la cité-jardin telle qu'elle avait été pratiquée avant l'arrivée des architectes de la reconstruction vers le modèle progressiste. Dans les années 40, il s'agit d'un morceau de nature domestiqué, aux contours précis, qui se détache d'un tracé de rue régulier et structurant pour l'ensemble du lotissement, perpétuant ainsi une doctrine urbaine de la régularisation pratiquée jusque-là. Alors que dans les années 60, nous aurons affaire à ce fragment de nature brute, cette coulée de verdure dans laquelle flottent les immeubles, libres de toutes attaches, et qui sont envahis par les conditions de la nature prescrites par la charte. Et c'est ce qui va en réalité le plus correspondre au dessin de Le Corbusier, dessin INS mais aussi dessin EINS, ainsi qu'aux configurations des exemplaires quartiers d'habitation configurés donc à Berlin dans les années 20. J'aborderai ensuite cet autre dispositif, celui du balcon, pour montrer sa reformulation cette fois en rapport avec le contexte physique tunisien. Qu'est-ce que le balcon? Le balcon est un substitut du jardin qui n'est plus possible d'offrir au niveau des étages et donc c'est un espace en plein air où la vie domestique va s'étendre, se prolonger pour le bien-être des habitants mais aussi pour leur santé évidemment puisqu'ils vont être au contact de l'air, du soleil et de la verdure. Mais à Almanza, si on regarde tous ces immeubles munis de balcons couverts, on se rend compte que le dispositif devient ici normalisé sous une forme particulière, celle de la loggia, dont l'usage systématique génère des façades alvéolées selon le terme employé par les architectes. Cette loggia, qui est exigée dans le cahier des charges d'Almanza, constitue en fait une réponse des architectes de la reconstruction à un contexte physique qui les met face à un dilemme. L'avant-garde de l'entre-deux-guerres leur dit « ouvrez l'espace pour qu'il soit salubre », mais les rayons incisifs du soleil tunisien les poussent à réguler cette ouverture. Ils arrivent donc à cette formulation de la loggia munie de ces brises-soleil et qui constitue une sorte de paroi épaisse qui va par conséquent protéger la maison des rayons solaires excessifs. Mais ce qui est plus intéressant encore à observer dans ce dispositif, c'est qu'il devient un dispositif complexe qui joue plus d'un rôle. Tel qu'il est configuré par les architectes Bernard Zerfus, Jason Kyriakopoulos et Jean Drieux-La Rochelle, il se présente comme un volume lent de 10 mètres qui longe l'ensemble de l'appartement et sur lequel s'ouvrent les pièces intérieures, et donc il pourrait être observé comme une sorte d'avatar du patio méditerranéen et nord-africain qui n'est du même besoin de sortir profiter du plein air et de se protéger des chaleurs excessives. Ici, la rencontre entre le modèle universel canonisé et le contexte tunisien est heureuse parce qu'elle aboutit à ce genre de variations qui peuvent servir de leçon d'architecture, d'autant plus qu'elle joue plus d'un rôle, cette loggia. Nous la voyons ici donc dispositif d'entrée assez inédit. Nous la voyons aussi extension de la vie familiale avec toutes les pratiques qu'on peut imaginer. Mais aussi regardons cet autre aspect dans la troisième photo et qui est cette capacité de la loggia à procurer un type d'intimité différent de celui du patio. Si on est exposé au niveau de la loggia, l'espace intérieur par contre, lui,
peut rester ouvert sur l'extérieur pour le bien-être et la santé de l'habitant, puisque cette paroi épaisse va aussi assumer le rôle d'un écran au regard indiscret. Voici donc un aperçu des idées clés qui accompagnent le transfert du modèle d'une maison moderne et salubre à Tunis dans les années 40 et qui sont largement beaucoup plus développées dans l'article. Et pour finir, je reviens à cette image avec laquelle j'ai commencé mon exposé, car elle pourrait suggérer la synthèse de tous ces dispositifs spatiaux mis en place par les architectes de la reconstruction. On voit au fond, à l'horizon, Tunis, de laquelle se sont éloignés les architectes pour élever la maison dans un endroit aux conditions hygiéniques optimales. On voit l'espace vert qui prolonge cette maison par le regard et par sa pratique quotidienne dans la vie du quartier. On voit aussi le balcon ensoleillé, où on est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis l'intérieur de cette maison qui prend pour repère soleil, air et verdure. Un intérieur qui ne représente en réalité que le maillon central d'un réseau spatial pensé de manière globale pour offrir à l'habitant, tout habitant du quartier, santé et bien-être. Je vous remercie pour votre attention.